Il y a encore un document, dit-il en dépliant une enveloppe usée portant l'écriture de mon grand-père. Le sourire de ma mère s'est estompé. Les doigts de mon père ont tressailli. Les yeux de Jane se sont rétrécis. Cette enveloppe a tout changé. C'était le début d'une tempête qui allait déchirer chaque mensonge soigneusement construit. Et cela a commencé dans un endroit que je n'avais pas vu depuis plus d'1 an. Le ranch de mon grand-père, aux abords de Wellington, où le vent, autrefois synonyme de sécurité, portait désormais le poids des secrets. Je n'y étais pas retourné depuis le printemps précédant le décès de mon grand-père. C'était étrange comme quelque chose d'aussi familier pouvait paraître si étranger. Le gravier crissait sous mes bottes en sortant de la voiture, et les carillons éoliens résonnaient sur le porche. Autrefois la bande sonore des après-midi d'été et du thé infusé au soleil sur le rebord de la fenêtre, il sonnait maintenant creux. L'écho de quelque chose de perdu. J'ai hésité avant de frapper. La peinture blanche de la porte s'était écaillée. Comme toujours. Les magnolias penchaient encore un peu trop à l'est, mais je ne me sentais pas la bienvenue. Lorsque la porte s'est ouverte en grinçant, je m'attendais presque au silence. Au lieu de cela, j'ai entendu « Alors, tu as enfin décidé de venir ». La voix de ma grand-mère n'avait pas changé, toujours assez tranchante pour couper du verre. Ses bras étaient croisés, sa mâchoire figée comme la pierre. Je suis resté figé, cherchant quelque chose, n'importe quoi sur son visage. Chaleur, soulagement, confusion. Mais il n'y avait que du froid. « Grand-mère, que se passe-t-il » ai-je demandé en m'approchant. On m'a dit que tu étais trop occupée, que tu ne voulais pas être dérangée, que tu avais une nouvelle vie. Sa voix a tremblé, puis s'est durcie à nouveau. Ton grand-père t'appelait. Épanouir, chaque jour sur son lit de mort. Il t'a demandé. J'ai dégluti. Ma gorge s'est soudainement asséchée. Ce n'est pas vrai. J'ai essayé d'appeler. Je suis passée en mars. Jane était là. Elle a dit qu'il n'y avait personne. Les yeux de grand-mère se sont plissés. Nous étions là. Nous étions toujours là. Il y eut une longue pause douloureuse. Puis elle s'est retournée et a disparu dans la maison sans un mot. Je l'ai suivie. L'air était plus épais à l'intérieur, comme si les murs retenaient leur souffle. Elle est revenue avec un carnet en cuir usé. C'est le numéro qu'il n'arrêtait pas d'appeler, dit-elle en me le tendant. J'ai reconnu son écriture instantanément. Carrée et nette, avec une légère inclinaison. Mais le numéro sur la page. Pas le mien. Grand-mère, ce n'est pas mon numéro. Loin de là. J'ai le même depuis la fac. Elle a fixé le carnet, les sourcils froncés. On nous a dit que tu l'avais changé, que tu ne voulais pas qu'on te retrouve, que tu avais honte de nous. Non, ai-je dit, reculant vers le mur pour me soutenir. Ils t'ont menti. Ils m'ont coupé de vous exprès. Ses mains tremblaient. Elle s'est affalée lentement dans le fauteuil fleuri usé près de la cheminée. Comme si ses genoux avaient lâché. Ils m'ont dit que l'enterrement était à midi, ai-je murmuré. Je suis arrivée à l'église et elle était vide. Elle a levé les yeux, le visage pâle. L'enterrement était à 21h, dit-elle doucement. Ils ont dit à tout le monde que tu n'étais pas venu, que tu t'en fichais. J'en ai eu le souffle coupé. Je n'aurais jamais manqué son enterrement. Jamais. Pendant un instant, la pièce fut silencieuse. Trop silencieuse. Et puis je l'ai sentie, comme une fissure dans le barrage. Ma poitrine s'est serrée, ma vision s'est brouillée. Je me suis affalée à côté d'elle, lui serrant la main comme un enfant. Je ne savais pas, ai-je dit. Je ne savais même pas qu'il était malade avant qu'il ne soit trop tard. Sa voix s'est adoucie, sa main effleurant la mienne. Nous savons la vérité maintenant. C'est ce qui compte. Nous savons. Nous sommes restées assises là un long moment. Le silence n'était pas gênant. Il était lourd, chargé de tout ce qui n'était pas dit. L'horloge ancienne sur la cheminée tiquait plus fort que dans mes souvenirs. Dehors, le vent s'est levé, balayant des feuilles sèches sur le porche comme des souvenirs agités. Enfin, grand-mère s'est levée. Ses mains tremblaient légèrement, mais il y avait une flamme dans ses yeux que je n'avais pas vue depuis des années. « Je vais les appeler », dit-elle. « Appeler qui ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle s'est dirigée vers le vieux téléphone à cadran sur le mur de la cuisine, celui que grand-père refusait de remplacer, et a commencé à composer un numéro. Chaque clic du cadran semblait délibéré,
chargée, comme la ponctuation d'une phrase qu'elle avait trop longtemps retardée. J'ai observé ses doigts, amincis par l'âge, mais fermes et résolus. Quand la ligne s'est connectée, sa voix est devenue froide et saccadée. Brenda, j'ai besoin de vous, Patrick et Jane. Ici, maintenant. Une protestation étouffée est venue du combiné, mais elle l'a coupé. Non, ça ne peut pas attendre. Soyez là dans 1 heure. Elle a raccroché sans dire au revoir. Puis elle s'est tournée vers moi. L'avocat arrive aussi. J'ai cligné des yeux. L'avocat de grand-père. Elle a hoché la tête. Ton grand-père. Il a laissé certaines choses, des instructions, mais il a clairement dit qu'elles devaient être lues en présence de tous. Alors, c'est exactement ce que nous allons faire. Je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste hoché la tête. Pendant l'heure suivante, je suis restée assise à la petite table de la cuisine, traçant mon doigt le long du bord du bois. Cette table, la même où grand-père sirotait son café matinal en lisant les revues scientifiques que je lui envoyais de la fac. L'endroit où il m'a demandé pour la première fois des nouvelles de mon cours sur la communication des abeilles. L'endroit où je lui ai dit un jour que je voulais étudier la mémoire des plantes. Et il n'a pas ri. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine. Même rideau, même bourdonnement du vieux réfrigérateur, mais l'air avait changé. Des pas ont résonné sur le porche. La sonnette a retenti. Grand-mère a posé une main sur mon épaule. Reste ici. Je t'appellerai quand ce sera le moment. Depuis la cuisine, je les entendais arriver un par un. La voix trop douce de ma mère. Mon Dieu, ça sent exactement la même chose ici. Le ton calme et mesuré de mon père. Je pensais que c'était déjà réglé. Le soupir dédaigneux de Jane. Sérieusement, ça n'aurait pas pu attendre que la succession soit terminée. Puis le silence, et la voix de grand-mère, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Veuillez vous asseoir. Maître Harrison qui n'arrive. Il va lire les dernières instructions de Malcolm. J'imaginais leur visage, confus, curieux, un peu agacés. Ils ne savaient pas que j'étais là. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Et moi non plus. Mais au fond de moi, j'espérais que quelqu'un, juste une fois, dirait à voix haute ce que j'avais toujours su au fond de moi. Que ce qu'ils faisaient n'était pas de l'amour. Que le silence, l'exclusion et la manipulation n'étaient pas des malentendus. C'étaient des choix. La porte d'entrée a grincé à nouveau. J'ai entendu une nouvelle voix. Calme, professionnelle, celle de l'avocat. Ça ne sera pas long, dit-il. Mais il faut que ce soit fait correctement. C'était mon signal. La voix de grand-mère a crié. Épanouir. Entre maintenant. Je me suis levée. Mon cœur battait la chamade. Et alors que je franchissais la porte de la cuisine pour entrer dans le salon, 3 têtes se sont tournées vers moi, les yeux écarquillés, leurs expressions se dénouant d'un coup. Le sourire de ma mère s'est figé. La mâchoire de mon père s'est crispée. Le visage de Jane a pâli. L'air a claqué comme de l'électricité statique. Ils n'étaient pas seulement surpris de me voir. Ils étaient terrifiés. Tous les 3 sont restés bouche bée. Ma mère a cligné des yeux comme si elle avait vu un fantôme. Mon père a ajusté son col, un tic nerveux que je n'avais pas vu depuis des années. La bouche de Jane s'est légèrement ouverte, mais aucun son n'en est sorti. On aurait dit qu'on lui avait arraché le texte des mains en plein spectacle. J'ai gardé le dos droit. S'il s'attendait à ce que je me recroqueville, il serait déçu. Grand-mère a désigné un fauteuil vide en face d'eux. Je me suis assise lentement, retenant mon souffle. Maître Keane, l'avocat, m'a lancé un bref hochement de tête, poli mais illisible, puis a ouvert sa serviette en cuir et en a sorti une épaisse enveloppe en papier craft. Ceci, a-t-il commencé, est le dernier testament de Malcolm Easton, enregistré et scellé à sa demande. Outre les documents officiels, il a inclus une lettre manuscrite à lire à voix haute. Personne n'a pris la parole. Il s'est éclairci la gorge et a commencé. À ma femme, Edith Easton. Grand-mère n'a même pas scié. Je lui laisse le ranch familial, la maison et les fonds nécessaires pour son confort et ses soins. Elle sait comment trouver le repos. Puis il a tourné la page. À ma petite fille, épanouir Easton. La pièce s'est tendue. Je l'ai senti. Je laisse l'annexe de recherche de l'Est, située au 317 Laurel Creek Road, à Wellington,
avec tout le matériel de laboratoire, les comptes de financement, les brevets de recherche en cours et la propriété intellectuelle actuellement déposée auprès d'Eastern Innovation. Un halètement, pas le mien. Les yeux de ma mère se sont posés sur Jane. Je gardais les mains jointes, à continuer Maître Keane. Et enfin, le reste de ma succession, mes avoirs financiers, mes actions et mon fonds de retraite, sera partagé équitablement entre mes deux petites filles, Épanouir et Jane Easton. Là, c'était une bombe, discrète et élégante. Mais l'explosion est arrivée juste après. Jane s'est levée d'un bond. Sa chaise a raclé le sol avec un grincement. Quoi ? A-t-elle craché ? Il lui a donné l'annexe. L'établissement tout entier. Sa voix était brisée, rauque. C'est insensé. Vous m'avez dit, a-t-elle dit en désignant nos parents, tremblante. Vous avez dit que tout serait à moi. Que si je continuais à lui rendre visite, si je souriais et faisais preuve de gentillesse, tout viendrait à moi. Les lèvres de mon père se sont pincées. Mais il n'a pas répondu. Ma mère fixait le sol comme s'il allait s'ouvrir et l'engloutir. Je restais assise là, immobile, observant tout se défaire. Maître Keane a levé une main calmement. Il y a plus. Monsieur Easton a également écrit une lettre personnelle à Épanouir, qu'il a demandé à lire à voix haute dans cette pièce, devant la famille. Jane a laissé échapper un rire amer, mais personne ne l'a rejointe. Grand-mère lui a tendu une lettre pliée, prise dans le tiroir à côté d'elle. Il l'a écrite la semaine précédant sa mort, a-t-elle dit. Il m'a fait promettre. L'avocat l'a déplié lentement, prenant soin de ne pas déchirer le papier froissé. L'écriture de grand-père, large et assurée, remplissait la page. À ma très chère Épanouir, a commencé Maître Keane. Si ceci est lu, alors je ne suis plus à tes côtés. Mais ma confiance en toi reste plus forte que jamais. Ces mots m'ont frappé comme un vent chaud par une fenêtre ouverte. Tu as toujours été la silencieuse, l'observatrice, la penseuse, celle qui demandait pourquoi quand les autres s'en moquaient. Jane s'est affalée sur sa chaise. Les doigts de maman se tordaient sur ses genoux. Papa regardait par la fenêtre. Tu as construit ta propre vérité dans une famille qui n'a jamais appris à honorer la tienne. J'ai senti quelque chose changer en moi. Ni rage, ni vengeance, juste reconnaissance. Tu n'as jamais été une erreur. Tu étais l'héritage dont j'étais le plus fier. Les larmes brouillaient ma vision, mais je ne détournais pas le regard. Je voulais qu'ils entendent tous chaque mot. Chaque mot. La voix de Maître Keane restait ferme, même si le poids des mots faisait vibrer l'atmosphère de la pièce. J'ai vu comment tu serrais ce petit carnet à 7 ans, notant le temps qu'il fallait aux gouttes de pluie pour remplir un verre. J'ai vu ton visage s'illuminer quand tu découvrais des schémas, là où les autres ne voyaient que des distractions. Ma poitrine s'est serrée. Je me souvenais de ce carnet. Je l'avais encore, a-t-il continué. J'ai vu comment ta joie s'estompait quand ta mère te repoussait. La façon dont ton père changeait de sujet chaque fois que tu partageais quelque chose dont tu étais fier. J'ai entendu ma mère inspirer brusquement. Je ne l'ai pas regardée. Jane était plus facile pour eux. La lettre continuait. Elle brillait de toutes les façons dont ils se comprenaient. Mais toi, Épanouir, tu rayonnais d'une manière qu'ils ne pouvaient traduire. Et au lieu d'apprendre ta langue, ils t'ont exclu. Jane s'agitait sur son siège, les bras croisés. Je ne la blâme pas entièrement. Elle a joué le rôle qu'on lui avait assigné. Mais toi, tu as écrit ton propre rôle, et ça, ma fille, il faut du courage. Une larme a coulé sur ma joue. Je ne l'ai pas essuyée. Je me souviens du jour où tu as gagné ton premier concours scientifique et où tu m'as demandé de cacher le trophée. Tu as dit, peut-être que si je ne le montre pas, ils arrêteront de me regarder comme si j'étais l'enfant de quelqu'un d'autre. Un soupir sourd et douloureux s'échappa de quelque part à l'autre bout de la pièce. Peut-être mon père. Tu méritais d'être célébré, Épanouir, pas d'être invisible. Et même si je ne peux pas réparer les dégâts, je peux t'offrir quelque chose qui t'appartient entièrement, un lieu où construire librement, sans excuses, sans leurs ombres. Maître Keane a marqué une pause, pliant lentement la lettre. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était chargé de souvenirs, de ressentiments et de quelque chose de nouveau. De clarté. Je me suis éclairci la gorge. Je me souviens de cette expatience, ai-je dit doucement, dissipant la tension. Maman n'est pas venue.
Elle était à la répétition générale de Jane. Jane a tressailli. Je suis rentrée à la maison après, tenant ce trophée comme si c'était un péché. Papa a enfin parlé. Épanouir. Ce n'est pas le moment de ressasser le passé. Non, ai-je dit, ma voix plus aiguë. C'est la seule fois, parce que tout ce que j'ai jamais obtenu de vous deux, c'est « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» Je me suis tournée vers Jane. Et de toi. Chaque fois que j'essayais d'être fière de quelque chose, tu le transformais en menace. Elle a ricané. Oh, allez. Tu t'es toujours fait passer pour une victime. J'ai travaillé dur pour ce que j'ai eu. J'ai hoché la tête. Tu veux dire que tu rendais visite à grand-père quand ça t'arrangeait? Tu souriais quand on te le demandait. Tu disais les bonnes choses parce que tu pensais que ça valait le coup. Le visage de Jane s'est durci. Et alors? Tu te crois si pure? Tu as disparu pendant des années. Non. J'ai craqué. On m'a coupé. Tu as dit à grand-mère que je ne voulais pas la voir. Tu as donné un faux numéro à grand-père et tu t'es assuré que je ne reçoive jamais ces messages. Ce n'est pas de la distance. C'est de l'effacement. Ma mère s'est levée brusquement. Assez. Épanouir. Tu déformes tout. Cette famille a traversé beaucoup d'épreuves. Cette famille a coupé grand-mère sèchement. Vit dans le mensonge. Et j'ai laissé faire bien trop longtemps. Maman s'est tournée vers elle, stupéfaite. Maman, ne fais pas ça. Grand-mère a dit, je vous ai tous vus fermer les yeux sur la douleur d'épanouir. Je vous ai cru quand vous disiez qu'elle s'en fichait. J'aurais dû me douter. Mon père s'est agité, mal à l'aise. Écoute, épanouir a eu son éducation, ses stages, ses voyages. Ce n'était pas gratuit. Non, ai-je dit. Mais vous n'avez rien payé. Grand-père, oui. Chaque centime, les bourses qu'il m'a trouvées, les vols, les journaux. Vous ne saviez même pas où j'allais la moitié du temps. Ma voix s'est brisée. Vous me faisiez sentir comme un fardeau. Il me faisait sentir vue. Jane s'est levée. C'est ridicule. On m'avait dit que j'aurais tout. C'est moi qui suis restée. J'étais la bonne fille. Non, ai-je dit calmement. Tu étais l'interprète, l'élu. J'étais celle qui était cachée. Mais grand-père ne m'a pas oubliée. Et maintenant, vous ne pouvez plus m'effacer. Le visage de Jane s'est déformé. Pourquoi devrais-tu recevoir quoi que ce soit? Juste parce que tu es une petite Jenny triste avec une blouse blanche? J'ai souri légèrement. Non, je reçois quelque chose parce que j'ai gagné son amour, honnêtement. Et c'est la seule chose que tu n'as jamais comprise. L'amour n'est pas une performance. Puis grand-mère s'est levée. Elle a marché jusqu'au centre de la pièce, lentement mais imperturbable. Je regrette que Malcolm t'ait laissé quoi que ce soit, dit-elle en regardant Jane droit dans les yeux. Tu as peut-être joué le rôle, mais ce n'était pas de l'amour. C'était une transaction, et j'ai honte de ne pas l'avoir vu plus tôt. Elle s'est tournée vers eux tous. Partez. Vous n'êtes pas bienvenue ici. Ma mère a halté. Dehors, a répété grand-mère. Maintenant. Ils n'ont pas bougé au début. Puis Jane a attrapé son sac et est sortie en trombe, ses talons claquant sur le bois comme des coups de feu. Mes parents ont suivi, abasourdis, marmonnant des choses sur des recours judiciaires. Et pour la première fois de ma vie, ils n'ont rien pu emporter avec eux. La porte s'est refermée derrière eux avec un clic. Pas de claquement, juste une certitude. Je suis restée là un instant, figée sur place, ne sachant que ressentir. La pièce était silencieuse maintenant. Ni tendue, ni explosive, juste libre. Grand-mère est passée devant moi et s'est assise lentement sur le canapé. Ses mains, qui avaient tremblé quelques instants plus tôt, reposaient maintenant calmement sur ses genoux. Ils reviendront, ai-je dit, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Ils reviennent toujours. Peut-être, a-t-elle répondu. Mais cette fois, nous ne sommes pas obligés de les laisser entrer. Il m'a fallu du temps pour que cela s'imprègne. Pendant si longtemps, j'avais fonctionné selon un contrat tacite. Si je faisais mes preuves, si j'accomplissais assez, si je restais utile, peut-être serais-je reconnue. Peut-être qu'on m'appellerait fille, sœur, famille sans broncher. Mais debout dans cette pièce,
avec l'écho des paroles de mon grand-père encore dans l'air, j'ai réalisé quelque chose de douloureusement simple. J'avais essayé de gagner l'amour de gens qui n'en avaient jamais à donner. Et grand-père, il l'avait vu bien avant moi. Je crois que j'ai besoin d'air, ai-je dit. Grand-mère a hoché la tête et je suis sortie sur la véranda. Les planches craquaient sous mes pieds. Un bruit qui signifiait autrefois le retour à la maison. Maintenant, il signifiait le changement. Les magnolias étaient encore en fleurs dans un coin. Au-delà de la clôture, le même champ de terre rouge où grand-père m'avait un jour laissé construire ma première serre en kit. Elle s'était effondrée après 2 semaines, mais il l'avait qualifiée de catastrophe parfaite. Et nous en avions ri pendant des années. Je pensais à cette fillette de 10 ans, les genoux sales, les yeux brillants, et je me demandais depuis combien de temps elle était enfouie sous des attentes qui n'étaient pas les siennes. Quand je suis rentrée, grand-mère avait mis une bouilloire sur le feu. Elle bougeait lentement maintenant, mais ses gestes étaient réfléchis. « Tu sais, dit-elle. Malcolm a commencé à planifier cette annexe de recherche il y a 5 ans, avant même de tomber malade. » Je l'ai regardé, surprise. Il m'a dit qu'il voulait que tu aies un espace où tu n'avais pas besoin de permission pour être toi-même. J'ai senti les larmes venir avant qu'elles ne coulent. Calme, propre, sans tremblement, juste un relâchement. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon ancienne chambre pour la première fois depuis des années. Le papier peint était délavé, le matelas trop mou. Mais le plafond avait encore ces étoiles phosphorescentes que grand-père m'avait aidé à coller quand j'avais 9 ans. Je lui avais fait les disposer selon des constellations scientifiquement exactes. Il n'avait même pas remis ça en question. Allongé là, j'ai réalisé autre chose. La maison ne semblait plus hantée. Elle semblait reconquise. Le lendemain matin, j'ai préparé du café pour nous deux et l'ai apporté à la table de la cuisine. La même que j'évitais quand mes parents venaient. Grand-mère a plié le journal et m'a offert un sourire fatigué mais chaleureux. « Et maintenant ?» a-t-elle demandé. « Je crois que je vais aller voir, » ai-je dit. « L'annexe, le labo. » Elle a hoché la tête. « Il aimerait ça. » J'ai regardé par la fenêtre. La lumière du soleil perçait doucement à travers les branches des magnolias. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus l'impression de devoir courir, prouver ou expliquer. Je ne me sentais plus invisible. Et ça, plus que l'argent, plus que n'importe quel héritage, était le premier véritable cadeau que j'avais reçu de cette famille. La seule personne qui avait cru en moi avait laissé derrière elle quelque chose de plus grand qu'un héritage. Il m'avait donné la permission de recommencer. La première fois que j'ai vu l'annexe, elle ne ressemblait pas à un laboratoire. On aurait dit une grange transformée, et c'était exactement ça. Niché au bout d'une route poussiéreuse près de Laurel Creek, le bâtiment avait de larges poutres, un toit en tôle et une paire de portes à double battant qui semblaient appartenir à une écurie, pas à un centre de recherche. Mais à l'intérieur, c'était magique. L'espace avait été entièrement rénové. Des panneaux de verre bordaient le mur et, laissant entrer la lumière du matin. Les tables étaient soigneusement disposées avec du matériel de laboratoire intact. Microscope, centrifugeuse, tablette de données et une imprimante 3D encore sous plastique. Des étagères contenaient des boîtes non ouvertes étiquetées à mon nom. Au centre de la pièce se trouvait un établi. Dessus, mon carnet d'enfance, celui que je pensais avoir perdu à la fac, celui aux pages déchirées, à l'écriture brouillonne et aux minuscules schémas des systèmes de communication des abeilles. Mes genoux ont failli lâcher. Grand-père ne m'avait pas juste construit un laboratoire. Il m'avait construit un foyer pour mon esprit. Au cours des semaines suivantes, j'ai emménagé dans l'annexe à temps plein. J'ai recruté 2 étudiants de 3e cycle, Tera et Mika, des amis de mon programme universitaire qui partageaient le même espoir tenace que la science pouvait encore être humaine. Nous avons commencé petit. Une subvention locale pour la recherche sur la micro-irrigation, puis un partenariat avec une coopérative agricole régionale pour tester des rotations de cultures durables. Nous avons fait des erreurs, brûlé du matériel, pleuré sur des propositions de subventions rejetées et des modèles de données défaillants. Et pourtant, nous continuions à nous présenter chaque jour. J'ai ouvert les portes d'un endroit qui ne me demandait pas de m'expliquer. Un endroit où les idées n'étaient pas ridiculisées, juste testées. Un endroit où être trop intense, trop silencieux ou trop intelligent n'était pas une excuse. Un après-midi, après un refus de financement particulièrement brutal, je me suis retrouvée seule dans l'annexe.
Les autres étaient rentrés chez eux. Les lumières étaient tamisées, et je me suis assise par terre près du placard de rangement, entourée de documents imprimés et de tasses à café vides. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti la lettre de grand-père, celle que j'avais demandé à Maître Kin de me laisser garder. Je l'ai dépliée, j'ai trouvé la phrase que j'avais déjà lue 100 fois et je l'ai murmurée dans la pièce. Tu as écrit ton propre rôle. Ce n'était pas seulement un encouragement. C'était une instruction. Ce soir-là, j'ai rédigé une nouvelle proposition, pas pour un nouveau système d'irrigation, mais pour un programme scientifique pour les jeunes dans les écoles rurales. Un programme pour les enfants comme moi. Silencieux, curieux, négligés. Nous l'avons appelé l'initiative des petits scientifiques. La première année, nous avons travaillé avec seulement 12 élèves. Ils venaient de villes où les écoles utilisaient encore des manuels obsolètes et où personne n'avait jamais apporté de microscope en classe. Nous avons donné à chaque enfant un carnet relié en cuir, une réplique du mien. Avec les mots de grand-père gravés sur la première page, écrivez ce qu'ils ne comprennent pas. Un jour, le monde comprendra. Cet automne-là, une fille timide nommée Amber, à peine 13 ans, les cheveux toujours sur le visage, m'a montré des pages d'observation comportementale qu'elle avait faites seule. Ses calculs étaient maladroits, sa grammaire chaotique, mais son esprit brillant. Quand je lui ai dit ça, elle m'a regardé comme si je lui avais offert une planète. « Tu l'as vraiment lu ?» a-t-elle murmuré. J'ai souri. Bien sûr que oui. Et à cet instant, j'ai compris. Il ne s'agissait pas de remplacer ce que j'avais perdu. Il s'agissait de planter quelque chose de nouveau dans un sol plus fertile et de le laisser pousser sans peur. L'email est arrivé 3 ans après la lecture du testament. Il venait d'un avocat, pas Maître Kin, mais quelqu'un représentant Jane Easton. L'objet était court, demande de visite. Annexe de l'innovation épanouir Easton. Au début, je me suis préparé à des problèmes juridiques. J'ai supposé que c'était une nouvelle tentative pour contester le testament, rouvrir une clause ou remuer une version du passé déjà enterrée. Mais quand Jane est arrivée, je l'ai à peine reconnue. Fini les talons de créateur et la coiffure impeccable. Pas de maquillage, un manteau bleu marine trop grand pour ses épaules. Elle est entrée lentement dans le hall principal, comme si elle ne voulait pas prendre de place. Je me tenais à côté du portrait de grand-père au-dessus du comptoir de la réception. Elle s'est arrêtée en le voyant. « Il a toujours su qui tu étais », a-t-elle dit doucement. Même quand je ne le savais pas, surtout quand je ne le savais pas. Pendant une seconde, je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai hoché la tête. « J'aimerais voir », a-t-elle dit. « Le labo, le travail, ce que tu en as fait. » J'aurais pu dire non, mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai fait visiter. Elle a marché à mes côtés à travers les complexes de serre, les salles de développement des cultures, le mur d'exposition des élèves avec les photos de notre initiative des petits scientifiques. Elle ne parlait pas beaucoup, posant juste des questions simples et honnêtes. Comment financez-vous tout ça? À quoi sert cet appareil? Les enfants peuvent-ils publier leurs résultats? Quand nous sommes arrivés au jardin communautaire, un espace où les familles locales cultivent des aliments avec nos méthodes, elle s'est arrêtée. Il y avait des enfants qui récoltaient de la laitue. Une mère et son fils riaient près des bacs à compost. Un père testait l'humidité du sol avec l'un de nos kits de terrain. Jane s'est tournée vers moi. Sa voix s'est brisée. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je suis restée silencieuse. Je voulais juste voir ce qu'il a construit pour toi et ce que tu en as fait. Elle n'a pas pleuré, mais ses mains n'arrêtaient pas de bouger, tirant sur ses manches, traçant des cercles invisibles sur la balustrade. Je l'ai laissée rester aussi longtemps qu'elle le voulait. Pas de sermon, pas de représailles, juste la vérité. Nous ne parlons pas souvent, mais maintenant, 2 fois par an, Jane fait du bénévolat pour le camp scientifique pour les jeunes. Elle aide les élèves avec leurs compétences de présentation, à expliquer des données complexes en langage clair, à se tenir avec assurance. Les enfants l'adorent. Certains l'appellent même Coach Jay. À la fin de son premier été de bénévolat, elle m'a tendu un dossier. J'ai écrit un guide de communication pour les enfants timides, a-t-elle dit, presque gênée. Je me suis dit que ça pourrait t'aider. Je l'ai ouvert plus tard dans la soirée. Ce n'était pas parfait, mais c'était attentionné, doux, authentique. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu une version de ma sœur qui ne me faisait pas peur. Elle ne s'est jamais excusée avec des mots,
Pas directement. Mais elle est présente. C'est plus que ce que j'avais jamais attendu. Et peut-être, juste peut-être, c'est suffisant. Nous ne sommes pas sœurs comme les autres le conçoivent. Mais dans ce petit coin du monde imaginé par grand-père, nous avons cessé de faire semblant. Et d'une certaine manière, c'est le début de quelque chose de vrai. 6 ans se sont écoulés depuis la lecture du testament. 6 ans depuis que la porte d'entrée s'est refermée derrière mes parents et Jane. Leur pas résonnait sur le porche comme la fin d'un spectacle que personne n'a applaudi. Je n'ai plus parlé à mes parents depuis. Parfois, leurs noms apparaissent dans des emails que je n'ouvre pas, dans des communiqués de presse d'associations caritatives ou des articles financiers de Floride, où ils ont pris une retraite anticipée. Je ne les déteste pas, mais ils ne me manquent pas non plus. Ce qui m'occupe, c'est le travail. L'annexe est devenue quelque chose qui dépasse mon imagination. Ce qui a commencé comme une grange transformée est maintenant un campus de recherche complet. 4 laboratoires, 3 serres et plus de 24 hectares de champs d'essai. Nous avons développé des variétés de semences résistantes à la sécheresse qui nourrissent maintenant des milliers de personnes dans les régions du Sud où les cultures traditionnelles échouent. Nous avons établi des partenariats avec des universités du Kenya au Brésil pour partager nos découvertes en agriculture régénératrice. Et le mois dernier, j'étais sur scène à San Francisco pour recevoir une subvention nationale pour l'innovation climatique. Les lumières étaient vives, mais je n'ai pas scié. Je portais un costume bleu marine et la montre à gousset de grand-père glissée dans la poche de poitrine. Celle que grand-mère m'avait donnée l'année dernière, avec ses initiales à peine effacées. À l'intérieur du couvercle, une petite photo de moi à 10 ans, debout fièrement à côté de mon panneau sur la communication des abeilles, souriant de toutes mes dents. Il la portait avec lui tous les jours, avait dit grand-mère. Maintenant, elle trône sur mon bureau dans l'annexe, là où la lumière du matin l'éclaire et projette de petits cercles lumineux sur mes notes de recherche. Certains jours, je lui parle, sans mots, juste dans le silence.